Au début de l'année 2025, Vladimir Poutine pensait avoir tout mis en place pour priver l'Ukraine du soutien de l'OTAN, ou du moins de celui de son membre dominant, les États-Unis. Le président américain Donald Trump laissait entendre que les États-Unis pourraient quitter l'OTAN. Il a souvent accusé l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre avec la Russie, affirmant que tout suivait le plan de Poutine. Quelle différence en 9 mois et demi! Le refus de Poutine d'accepter la paix a ramené les États-Unis dans le giron de l'OTAN. Et maintenant, l'OTAN mise tout sur l'Ukraine. La Russie ne survivra pas à ce qui arrive, car l'Ukraine va recevoir tout ce dont elle a besoin pour riposter. Le 15 octobre, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est exprimé après le conseil OTAN-Ukraine. Là-bas, Rutte a indiqué aux journalistes que plus de la moitié des membres de l'OTAN soutiennent le programme Prioritized Ukraine Requirements List, Prioritized Ukraine Requirements List, conçu pour acheminer l'aide à l'Ukraine. Dans ce programme, les alliés de l'OTAN financent l'achat par l'Ukraine d'armes américaines spécifiques, que l'Ukraine estime nécessaires pour infliger un maximum de dégâts aux forces d'invasion de Poutine. Cet ajustement de l'aide militaire change énormément pour l'Ukraine. Malgré des restrictions, les États-Unis ne vendront pas de F-35 à l'Ukraine de sitôt. Par exemple, Pearl veut dire que l'Ukraine n'est plus dépendante de ses alliés, qui fournissent en ce qu'ils peuvent épargner. À la place, l'Ukraine peut choisir ce qu'elle veut. Avec Pearl, les alliés de l'OTAN peuvent mettre de l'argent dans une cagnotte collective dans laquelle l'Ukraine puise selon ses besoins. Rutte a indiqué aux journalistes que plus de la moitié des alliés de l'OTAN contribuent désormais à Pearl, contre 6 auparavant. L'OTAN regroupe 32 membres, donc plus de 16 participent au programme. Le hic, c'est que Rutte n'a pas mentionné les membres de l'OTAN qui participent, nommément. Cependant, peut-être n'en avait-il pas besoin. Plusieurs pays de l'OTAN avaient déjà annoncé leur intention de contribuer à Pearl avant la déclaration de Rutte. Le 15 octobre, la Finlande et la Suède, nouveaux membres de l'OTAN, ont annoncé leur volonté d'acheter des armes américaines via le programme PERL pour soutenir l'Ukraine. Les deux pays ont adhéré à l'OTAN durant la guerre en Ukraine, rompant des décennies de neutralité. Ils font désormais tout pour aider l'Ukraine à repousser la Russie. ABC News rapporte les commentaires faits par des ministres clés des gouvernements finlandais et suédois. Antti Akkonen, ministre de la Défense finlandais, a annoncé que la Finlande rejoignait la Perle, estimant essentiel que l'Ukraine reçoive les armes américaines nécessaires. Fait intéressant. Ekkonen a ajouté que la Finlande fournira aussi une aide militaire séparée de la Perle. L'Ukraine recevra bientôt des armes finlandaises, en plus de celles achetées aux États-Unis. En Finlande, le ministre suédois Paul Johnson a repris les propos du ministre finlandais de la Défense. C'est crucial maintenant parce que nous avons constaté une mauvaise trajectoire en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Mais cela a diminué, et nous souhaitons plus d'engagement, a ajouté Johnson. Le ministre de la Défense suédois évoque des rapports récents sur la forte baisse de l'aide militaire à l'Ukraine, sujet que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. Donc, la Finlande et la Suède font partie des plus de 16, il y a plusieurs autres contributeurs confirmés. Comme le note Newsweek dans son rapport sur l'annonce de Pearl par Rutte, le média rapporte que l'Ukraine elle-même a révélé plusieurs autres contributeurs à Pearl, dont l'Islande, la Belgique, le Luxembourg, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Ils participeront au 5e et 6e lot, Pearl, bientôt livré à l'Ukraine. Ce sont tous de nouveaux membres, comme vous le verrez dans un instant. Cependant, vous noterez l'absence de grandes puissances militaires européennes telles que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Parmi ces trois-là, l'Allemagne est un contributeur. En août, le pays a annoncé un financement de 500 millions de dollars pour le programme Pearl en Ukraine, devenant ainsi l'un des premiers contributeurs. Cela suggère qu'au moins un des 6 pays cités n'est pas parmi les 6 originaux, mais figure parmi les 16 élargis. La France et le Royaume-Uni, seules autres puissances nucléaires de l'OTAN hors États-Unis, n'avaient pas encore participé au programme Pearl. Cela pourrait changer s'ils sont parmi les 16 ou plus évoqués par Rutte. Concernant les 6 pays cités par Rutte, l'Allemagne a déjà été abordée. Parmi les autres contributeurs passés à Pearl, on compte les Pays-Bas, qui ont été les pionniers du programme. Ils ont contribué à hauteur de 578 millions de dollars pour créer le premier package Pearl. Danemark, Suède et Norvège ont uni leurs forces pour offrir 495 millions de dollars pour le deuxième package. L'Allemagne a apporté 500 millions de dollars pour le troisième package et le Canada a complété les 6 premiers, avec sa propre contribution de 500 millions de dollars. Plus de 2 milliards de dollars ont été apportés par 6 nations. Avec près du triple de membres chez Pearl, l'Ukraine espère obtenir plusieurs milliards de plus. Oui, les États-Unis participent à Pearl en fournissant les armes achetées par ce biais. Cependant,
Il ne semble pas avoir dépensé son propre argent pour ses armes, du moins dans le cadre du programme. Le secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, anciennement secrétaire à la défense, a aussi suggéré que l'expansion de Pearl pourrait fortement impacter la guerre en Ukraine. Nous attendons aujourd'hui que plus de pays fassent davantage de dons et achètent plus pour donner à l'Ukraine les moyens d'avancer vers une issue pacifique. Newsweek rapporte que Hegseth a déclaré « Cela semble s'aligner avec l'approche de la paix par la force que Hegseth privilégie généralement. Si l'expansion de Pearl réussit, l'Ukraine obtiendra beaucoup de puissance. Cela soulève la question des systèmes que l'Ukraine pourrait acquérir. Merci aux nouveaux contributeurs de Pearl, mais aucune réponse concrète n'existe. Nous pouvons faire quelques suppositions, en nous basant sur les types d'armes dont l'Ukraine a déclaré avoir besoin en plus grand nombre par le passé. Nous savons que les contributions précédentes de Pearl ont permis à l'Ukraine de se procurer des missiles intercepteurs qu'elle peut utiliser dans ses systèmes de défense aérienne Patriot, ainsi que des missiles qu'elle peut tirer depuis ses High Mobility Artillery Rocket Systems. D'autres contributions pourraient permettre d'acheter plus de ces missiles et les systèmes de lancement nécessaires. Mais l'Ukraine a aussi besoin d'autres armes. Le ministre de la Défense, Denis Shmyhal, a exprimé ses besoins sur Facebook le 15 octobre, après l'annonce de Ruth. En remerciant les nouveaux contributeurs de Pearl, Shmyhal a aussi évoqué des munitions de défense aérienne pour d'autres systèmes que les deux cités. Cet hiver, nous aurons un besoin urgent d'intercepteurs, de systèmes de défense aérienne et de missiles pour Norwegian Advanced Surface to Air, Missile System, Infrared Imaging System, Tail, Thrust, Vector Controlled F-16, etc., indique le ministre de la Défense ukrainien. L'hiver n'est qu'à 1 mois et demi. Peut-être que ce commentaire à lui seul nous montre où ira tout nouvel afflux d'argent de Pearl. Shmyhal a aussi souligné que l'Ukraine a besoin de plus d'investissements dans son armée de drones en expansion, et autant de systèmes d'artillerie et d'obus que possible. Nous réaffirmons un besoin principal dépassant 4 milliards de dollars. En 2026, nous pourrons produire 20 millions de drones si nos partenaires financent le projet. Shmyhal a souligné sur Facebook que nos drones et missiles de frappe en profondeur permettent une réponse asymétrique aux attaques russes. Il soulève un point intéressant. La capacité de l'Ukraine à fabriquer des drones et le nombre réel de drones qu'elle produit chaque année ne sont pas les mêmes. L'Ukraine peut en fabriquer plus qu'elle n'en fabrique actuellement, mais elle n'a pas les fonds nécessaires pour le faire. Le président ukrainien Zelensky avait déjà fait ce point en juin. Business Insider rapporte que Zelensky pense que son pays a la capacité de fabriquer 8 millions de drones par an, s'il parvient à obtenir plus de financement. Il y a une contradiction. Zelensky mentionne 8 millions par an, alors que Shmyhal parle de 20 millions. Le ministre de la Défense ukrainien n'affirme pas que l'Ukraine produira 20 millions de drones par an, il évoque peut-être un objectif atteignable sur plusieurs années. Le message reste le même. Pearl pourrait aider l'Ukraine à produire plus de drones, possiblement avec l'aide des États-Unis. En ce qui concerne l'artillerie, Shmyhal déclare simplement que l'Ukraine a besoin de plus d'obus d'artillerie à longue portée, comme post-scriptum intéressant à ses commentaires. Le ministre de la Défense ukrainien affirme que les alliés européens disposent d'autres moyens d'aider, en dehors de Pearl, et que ces contributions seront déterminantes pour l'Ukraine. Nous sollicitons nos partenaires pour financer 60 milliards de dollars, soit la moitié du budget. Les partenaires européens devraient consacrer au moins 0,25% de leur produit intérieur brut à l'aide militaire pour l'Ukraine. On peut aussi envisager un prêt financé par les avoirs russes gelés. Shmyhal a conclu en remerciant à nouveau les nations de l'OTAN qui soutiennent désormais Pearl. Pour certains, cette dernière demande pourrait sembler gourmande. Cependant, elle prend tout son sens dans le contexte où l'Ukraine développe son industrie de défense nationale. En septembre, près de 60% des armes utilisées par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie sont des soldats et d'autres équipements. Shmyhal pourrait inviter les membres européens de l'OTAN à regarder vers l'avenir ici. Soutenir l'Ukraine aujourd'hui, alors que son budget de défense augmente, peut être vu comme un investissement. Si l'Ukraine l'emporte contre la Russie, ce sera en partie grâce à sa puissante industrie de défense, capable ensuite de fournir ses alliés européens après la guerre. Investissez maintenant pour vaincre la Russie et renforcer la défense collective contre l'agression russe. Nous n'avons pas encore évoqué une arme potentielle de Pearl qui préoccupe beaucoup de gens. De nombreux indices laissent penser que les États-Unis pourraient fournir ces armes à l'Ukraine pour punir le refus de Poutine d'accepter les conditions de paix. ARBC Ukraine rapporte que Trump a affirmé qu'une décision avait déjà été prise concernant cette arme. Cette arme a aussi poussé le Kremlin à avertir qu'elle nuirait fortement aux relations entre les États-Unis et la Russie. Cette arme, ce sont les missiles Tomahawk. En tant qu'arme américaine, l'Ukraine pourrait acheter ces missiles via le programme Pearl, si les États-Unis l'autorisent. Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise.
même si certains milieux affichent une confiance discrète que les États-Unis vont donner leur feu vert. Trump était resté vague en public, se contentant de peut-être, et il se pourrait que je... Selon RBC Ukraine, la décision est quasiment prise. La réaction de la Russie et les propos de Zelensky disant que l'arrivée des Tomahawks forcerait la Russie à réagir montrent que la décision a été prise pour l'Ukraine. Dans ce cas, les Tomahawks pourraient transformer l'efficacité de la campagne ukrainienne à longue portée contre les infrastructures énergétiques russes. La British Broadcasting Corporation indique que ces missiles puissants peuvent atteindre 2400 km. Moscou serait à portée si l'Ukraine visait directement la capitale russe. Ces missiles polyvalents peuvent être lancés depuis des navires, sous-marins ou la terre, mais pour l'Ukraine, seules les frappes terrestres sont probables, vu la faiblesse de sa marine. À environ 25 millions de dollars pièce, pour la dernière version. Selon le New York Times, les Tomahawks représentent un ajout abordable à Pearl, surtout avec plus de 16 membres au programme. Attendons de voir la décision finale des États-Unis sur ces missiles, même si l'Ukraine n'obtient pas plus de Tomahawk. L'annonce de Reuters signifie qu'il a obtenu quelque chose qu'il désirait depuis la création de Pearl. Davantage d'heures de membres avant la réunion du Conseil Ukraine-OTAN, ayant abouti à l'annonce de nouveaux membres de Pearl. Le Kiev Post a rapporté que Reuters comptait inciter les alliés de l'OTAN à rejoindre l'initiative lors de la réunion. Nous allons notamment parler du nouveau programme lancé en août. Le programme dans lequel les États-Unis fournissent à nouveau un soutien militaire essentiel, létal, et non létal à l'Ukraine, financé par les Alliés. 2 milliards ont déjà été engagés pour le Conseil, et je pense que d'autres pays vont aussi participer. Reuters avait raison. Pearl compte plus de 16 contributeurs et d'autres membres de l'OTAN pourraient rejoindre le programme. Si la France et le Royaume-Uni soutiennent l'initiative, la Russie sera terrifiée. Elle pourrait ne pas survivre à la suite. Explorons maintenant ce que cela implique pour la guerre. L'expansion de Pearl est une très bonne nouvelle pour l'Ukraine. Le programme résout les problèmes récents de Donald Trump et son administration avec l'OTAN. C'est lors de la visite de Donald Trump au sommet de l'OTAN à Bruxelles en 2018 que les États-Unis ont clairement exprimé leur désaccord avec la gestion de l'OTAN à l'époque. Selon Politico, Donald Trump a menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN lors de son premier mandat. Sauf si les autres membres de l'organisation augmentent leurs dépenses de défense collective, Donald Trump avait raison. Les États-Unis demeurent le principal financeur de la défense de l'OTAN en 2025. Cependant, jusqu'à récemment, ces dépenses étaient bien supérieures à celles du reste de l'OTAN. C'est ce qu'illustre un article du Conseil de l'Atlantique de juillet 2024 qui révèle que presque aucun des membres de l'OTAN n'atteignait l'objectif de l'organisation de 2% du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut consacré à la défense. Un an avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, la Pologne, les États-Unis, la Grèce et la Lettonie étaient les seuls membres à atteindre ou dépasser les 2%, la Lituanie étant tout juste à la limite. Tous les autres étaient bien en dessous du seuil, et Trump était en colère à ce sujet. Trump a continué à pousser pour plus de dépenses de l'OTAN lors de son second mandat débuté en 2025. Le Conseil de l'Atlantique indique alors que 23 pays de l'OTAN atteignaient ou dépassaient l'objectif des 2% du produit intérieur brut. Mais Trump voulait plus, et il l'a obtenu. Le 27 août, l'OTAN a annoncé un nouvel objectif, consacrer 5% du produit intérieur brut de chaque membre à la défense. Les États-Unis sous Trump, satisfaits de l'équité des dépenses à l'OTAN, semblent prêts à coopérer de nouveau avec l'organisation pour soutenir l'Ukraine. Pearl est la façon la plus marquante dont les États-Unis procèdent. Poutine considère le retour des États-Unis dans l'OTAN comme une très mauvaise nouvelle pour 2025. Poutine semblait croire qu'il pouvait semer la division au sein de l'OTAN, au point que l'organisation deviendrait insignifiante en Ukraine. Établir une relation plus étroite avec les États-Unis, ce qui aurait permis à Poutine de murmurer des paroles mielleuses à l'oreille de Trump et de le convaincre que quitter l'OTAN était la bonne décision, semblait faire partie du plan. Mais Poutine a surestimé ses cartes lors des négociations. Et l'annonce de Reuters montre que l'OTAN est désormais unie contre l'agression russe en Ukraine. Les États-Unis, en tant que nation, soutiennent aussi l'Ukraine à un niveau jamais vu durant le second mandat de Trump. Ces derniers mois, Trump a menacé la Russie de sanctions sans les appliquer. La question des Tomahawks que nous avons mentionnée plus tôt est un autre exemple de l'utilisation par les États-Unis de leur influence considérable pour tenter de ramener Poutine à la table des négociations. Les États-Unis savent que la Russie ne veut pas que l'Ukraine possède des missiles Tomahawk, et ils utilisent ce fait comme levier. Les menaces américaines envers la Russie, accompagnées du soutien à l'Ukraine, ont été émises le jour de l'annonce par Reuters de l'expansion de Pearl.
Dans le même discours, il a soutenu Pearl et incité les membres européens de l'OTAN à augmenter leurs dépenses. Exov a déclaré que les États-Unis étaient prêts à imposer des coûts à la Russie pour son agression continue, si la guerre ne se terminait pas. Tout cela sera une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Le soutien direct des États-Unis via le programme Pearl assure à l'Ukraine une relation stable, sans inquiétude, face aux fluctuations de début 2025. Des problèmes subsistent. Certains notent que Pearl bénéficie aux États-Unis, bien qu'ils soutiennent l'Ukraine. Ils n'auront pas tout à fait tort. Avec Pearl, les États-Unis reçoivent surtout des fonds européens pour fournir des armes à l'Ukraine. C'est un compromis qui permet aux États-Unis d'envoyer à l'Ukraine les armes redoutées par la Russie sans utiliser leurs propres fonds. C'est une excellente affaire pour les États-Unis. Et pour l'OTAN, c'est au moins un accord qui renforce la relation de ses membres avec un pays qui semblait autrefois sur le point de se retirer de l'organisation. Autre problème, même avec Pearl, l'Ukraine manque d'argent, comme Miel l'a précisé sur Facebook. L'Ukraine a reçu cet été moins d'aide militaire qu'à tout autre moment en 2025. L'Institut de Kiel, qui suit l'aide livrée à l'Ukraine, l'a souligné dans un article du 14 octobre. Il a signalé une chute de 43% de l'aide militaire en juillet et août par rapport au premier semestre 2025. L'aide civile demeure importante, selon la publication, car les membres européens de l'OTAN ont épuisé leur stock de réserve. Cela complique leur tâche pour en fournir plus tout en maintenant leur force. Quoi qu'il en soit, l'aide militaire a diminué. Pearl contribuera en partie à résoudre ce problème. Avec plus de 16 contributeurs, l'Ukraine prévoit un avenir, où les armes américaines nécessaires pour affronter la Russie seront accessibles. Le chant a toujours été une forme de protestation puissante. C'est un moyen d'utiliser l'art pour exprimer ses véritables sentiments. Et sur le plan politique, la musique a toujours eu le pouvoir d'exprimer ce que des milliers, voire des millions de personnes pensent. Et Vladimir Poutine a vraiment eu un aperçu de ce que beaucoup de gens dans son pays pensent. Récemment, Saint-Pétersbourg a explosé en protestation, avec des centaines de personnes chantant une chanson précise pour s'assurer que Poutine entende leur voix. Maintenant, le président russe est paranoïaque. Poutine est terrifié à l'idée qu'un coup d'État soit imminent, car il voit son emprise sur le peuple russe s'effriter. Le 15 octobre, le Télégraphe a indiqué que des centaines de jeunes Russes se sont réunis à Saint-Pétersbourg pour protester contre Poutine et ses alliés du Kremlin. Ces manifestants avaient un message très précis, exprimé à travers la chanson qu'ils ont choisie. Il est temps que Poutine soit renversé, afin qu'un nouveau dirigeant puisse emmener la Russie dans une direction différente. La manifestation a marqué l'une des rares occasions où une contestation publique a eu lieu dans une grande ville russe, ce qui montre à quel point les manifestants étaient sérieux. Ils vivent dans un pays où critiquer Poutine expose désormais à de lourdes sanctions. Ils se sont réunis en grand nombre avec des musiciens de rue le 14 octobre pour protester contre la loi qui pourrait tous les punir. La nouvelle loi draconienne sur la censure en Russie qualifie pratiquement tout matériel anti-guerre d'extrémiste. Nous aborderons cette loi plus tard. D'abord, concentrons-nous sur la chanson qui a porté le message des manifestants. De prime abord, les paroles scandées ensemble paraissent confuses. Où étiez-vous durant 8 ans? Espèce de monstre! Je veux regarder du ballet, laisser les cygnes danser, chanter la foule. Laissez votre grand-père frissonner d'excitation pour le lac des cygnes. Cette chanson s'appelle « Le lac des cygnes coopératifs » et elle a été écrite par un rappeur pro-ukrainien nommé Noïz Maître de Cérémonie, selon le Télégraphe pour de nombreux Russes. Cette chanson est devenue l'hymne des jeunes et libéraux que Poutine tente de mobiliser pour les envoyer mourir en Ukraine. Et il y a une très bonne raison pour laquelle Noïz Maître de Cérémonie sert d'exemple de la répression des arts en Russie. Le chanteur Ivan Alexeyev a été parmi les premiers à s'opposer à l'opération militaire de Poutine lors de l'invasion de l'Ukraine. Sachant qu'il serait puni pour cela, Alexeyev s'est enfui en Lituanie, où il a continué à enregistrer de la musique, exprimant son dégoût envers Poutine et son pays pour ses actions en Ukraine. Bien sûr, le Kremlin n'a pas pris tout cela sans réagir. Il a traité Alexeyev d'agent étranger et averti qu'il serait puni s'il revenait en Russie sous le pouvoir de Poutine. En cas de doute, l'incident de mars dernier révèle ce que l'establishment russe pense de Noïz Maître de Cérémonie. Le 7 mars, un gang pro-russe a brûlé la porte d'un appartement censé être à Alexeyev. Peut-être que le gang espérait piéger le chanteur s'il revenait en Russie. Ou voulait-il simplement endommager un bien de Noïz Maître de Cérémonie? Il est évident que cette attaque était intentionnelle et non un vandalisme aléatoire.
Un message pour Alexeïev était griffonné près de la porte. Salutations à l'ennemi et aux traîtres. Vagnanoise, maître de cérémonie du pianiste. Le pianiste est un gang opérant à l'intérieur de la Russie, et il a déjà pris pour cible des musiciens. Un peu plus d'une semaine, avant d'attaquer la propriété de Noise, maître de cérémonie, le gang a également incendié la porte de l'appartement, appartenant à Leverbey II, qui est un autre artiste que la Russie a qualifié d'agent étranger. Un message similaire a été laissé pour Leverbey II. Voici comment sont traités les artistes opposés à Poutine en Russie, ce qui a provoqué la manifestation du 14 octobre à Saint-Pétersbourg. Le but, du point de vue du Kremlin, est de faire taire toute voix dissidente. Après tout, si les Russes n'entendent pas de voix dissidentes, ils sont plus susceptibles d'accepter les politiques de Poutine. En Russie, la répression des opinions dissidentes, par les gangs ou le Kremlin, devient de plus en plus courante. Même Poutine n'a pu faire taire les foules protestants avec la chanson de Noise, maître de cérémonie. Le dirigeant russe ne peut même pas espérer que la protestation reste limitée à une ville et ignorée ailleurs en Russie. Il y a des images, et elles montrent une foule prête à se lever et à se battre pour ce en quoi elle croit. Telewizja Polska World a diffusé une vidéo de 2 minutes montrant des dizaines de personnes réunies au centre de Saint-Pétersbourg. Ce sont des personnes qui ne veulent pas seulement que leur voix soit entendue, elles veulent aussi que leur visage soit vu. On remarque peu de masques dans la foule, révélant un manque de peur face aux représailles possibles du Kremlin. La foule saute en chantant, et on peut voir des gens enregistrer tout l'événement avec leur téléphone. Poutine ne peut pas réprimer cette manifestation. Les images circulent déjà en Russie et dans le monde. Telewizja Polska World indique que la Russie n'a pas pu empêcher la diffusion des messages de Noise, maître de cérémonie. Son œuvre est interdite sur toutes les plateformes russes, mais les jeunes Russes, technophiles, y accèdent quand même. En utilisant des réseaux privés virtuels, ou VPN selon la chaîne, les Russes peuvent toujours trouver la musique que Poutine ne veut pas qu'ils entendent sur YouTube, et c'est exactement ce qu'ils font par millions. La chaîne YouTube de Noise, maître de cérémonie, le montre bien, car beaucoup de ses clips musicaux ont accumulé plusieurs millions de vues chacun. De nombreuses vues proviennent de Russie, malgré les tentatives de Poutine pour l'empêcher. La musique semble inspirer une révolte. Concentrons-nous sur le lac des signes coopératifs. La chanson choisie par les manifestants a des paroles étranges, sauf pour ceux connaissant un aspect spécifique de la culture russe. Mais ces paroles ont bel et bien un sens, tout comme l'utilisation du ballet. Le lac des signes. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le lac des signes est associé aux bouleversements sociaux en Russie. Sky History révèle pourquoi. Une étrange politique de l'ère soviétique apporte la réponse. En 1982, 84 et 85, Sky History indique que plusieurs dirigeants soviétiques sont morts. Pour détourner l'attention des décès et éviter des troubles politiques, les chaînes de télévision d'État russes diffusaient en boucle le lac des signes. Le but était de distraire et d'apaiser. Mais le lac des signes s'est involontairement associé aux périodes de troubles et de mécontentement en Russie. En 1991, le lac des signes repassait en boucle. Cette fois, le ballet était diffusé en raison des troubles causés par la signature imminente du nouveau traité d'union par la Russie. Selon ce traité, le pouvoir russe serait décentralisé, rendant la société plus ouverte et transparente. En théorie, mais beaucoup au sommet de la hiérarchie russe n'appréciant pas cela. Le 19 août, Gennady Yanayev, qui était le vice-président de l'Union soviétique, a travaillé avec 7 conspirateurs pour emprisonner Mikhaïl Gorbatchev, qui était le président soviétique et avait mené le nouveau traité d'union. Le lac des signes a été diffusé pour détourner l'attention du coup d'État manqué, ce qui en a fait un symbole d'espoir dans le pouvoir du bouleversement social pour les masses russes. Quand le ballet était diffusé, les Russes, habitués par les diffusions précédentes, percevaient des troubles imminents. Le putsch soviétique a échoué en 3 jours. Mais depuis lors, le lac des signes est devenu un symbole de protestation en Russie, et c'est pour cette raison que la chanson de Noise, maître de cérémonie, a été choisie pour la manifestation de Saint-Pétersbourg. Elle évoque le ballet, et ce qu'il représente pour ceux insatisfaits du leadership de Poutine. Il y a aussi la mention du mot « coopérative » dans le titre à prendre en compte. Le Télégraphe indique que cela concerne la coopérative du lac, où Poutine et ses proches passent leurs vacances. La chanson adresse ainsi un message clair au Kremlin. Aucune manipulation ni transformation de cette protestation en propagande n'est possible. Des centaines de Russes ont manifesté à Saint-Pétersbourg pour demander le départ de Poutine. Il entendra forcément le message. Poutine commence à devenir paranoïaque, et la raison derrière la manifestation montre à quel point cette paranoïa commence à prendre le dessus sur lui. Nous avons déjà mentionné que la répression des arts par Poutine est une tactique clé du Kremlin pour contrôler les Russes.
Quelques semaines seulement, avant la manifestation de Saint-Pétersbourg, la Russie a poussé ses tentatives de répression à un nouvel extrême. Le 25 juillet, Deutsche Welle a rapporté que le Parlement russe avait approuvé une nouvelle législation permettant à la Russie d'infliger des amendes à tout citoyen accédant à du contenu en ligne que l'État russe considère comme extrémiste. La définition d'un contenu extrémiste reste floue, le Kremlin ayant établi une liste de plus de 5000 documents. Cela suggère que le Kremlin veut utiliser cette loi pour réprimer toute opposition à Poutine. La nouvelle loi autorise la Russie à sanctionner toute promotion de VPN, renforçant ainsi son contrôle total sur le contenu en ligne. Des artistes comme Noise, maître de cérémonie, n'atteindront jamais les Russes sans accès au VPN. Regarder ces vidéos en ligne sans VPN expose à des amendes jusqu'à 64 $ par infraction. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais dans un pays où le salaire moyen dépasse à peine 1050 $ par mois, 64 $, c'est cher pour voir un clip ou lire une brochure que Poutine désapprouve. Poutine veut étouffer toute dissidence, mais le 14 octobre montre son échec. Le dirigeant russe devient de plus en plus paranoïaque face à un possible coup d'État. Et cela se voit dans les actions que le Kremlin a prises le même jour que la manifestation de Saint-Pétersbourg. Le 14 octobre, le New York Times a révélé que le service fédéral de sécurité avait lancé de nouvelles enquêtes pour terrorisme contre une vingtaine de Russes opposés à la guerre. Le service fédéral de sécurité a annoncé enquêter sur le comité russe anti-guerre, qu'il accuse de complot contre le gouvernement. Ce comité, fondé par l'oligarque anti-Kremlin exilé Mikhail Khodorkovsky, réunit de nombreux politiciens, professeurs de droit et professionnels ayant fui ou été exilés de Russie. Après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il fait publier par le service fédéral de sécurité des déclarations accusant le comité russe anti-guerre de vouloir prendre le pouvoir par la force et changer l'ordre constitutionnel. Comment le groupe procède-t-il ? En finançant l'effort de guerre ukrainien et en recrutant en Russie pour agir en son nom, selon le service fédéral de sécurité. Il y a ici une coïncidence temporelle intéressante. Quelques heures seulement après le lancement de cette enquête par le service fédéral de sécurité, une manifestation appelant très clairement au renversement de Poutine a eu lieu. Aucun lien n'est établi pour l'instant entre la campagne du service fédéral de sécurité et la manifestation. Poutine devra s'interroger. Existe-t-il un lien ? Le comité russe anti-guerre a-t-il organisé cette manifestation ? Cela signifie-t-il alors que l'enquête du service fédéral de sécurité a échoué dès le départ ? Poutine ignorera sans doute toujours les réponses. Mais l'étendue de sa paranoïa apparaît dans les 23 cibles de la nouvelle enquête du service fédéral de sécurité. Presque tous sont des professionnels qui, selon le New York Times, n'ont déclaré aucune ambition de défier Poutine sur le plan politique. Ce sont juste des personnes ayant commenté ses politiques et la guerre en Ukraine. Beaucoup ont déjà travaillé pour ou avec Poutine, y compris d'anciens membres du Conseil des droits de l'homme de Russie et d'autres ex-conseillers indépendants du gouvernement Poutine. L'existence de ce conseil et de ses conseillers est un autre exemple de la paranoïa croissante de Poutine. Bien qu'il serait inexact de qualifier Poutine d'homme autre chose qu'un autoritaire, il a au moins accueilli les opinions des autres par le passé. La dissidence a toujours été quelque chose qu'il a combattu. Mais c'est aussi un homme qui a un jour déclaré « Je ne peux pas imaginer mon propre pays isolé de l'Europe et de ce que nous avons souvent appelé le monde civilisé. » Lorsqu'il était président par intérim de la Russie à la suite de la démission de Boris Eltsine en 1999. Les répressions actuelles ordonnées par Poutine achèvent un portrait de paranoïa construit au fil du temps. Selon le Guardian en 2015, Poutine, qui coopérait auparavant avec l'OTAN, même à contre-cœur, est devenu beaucoup plus intolérant envers l'Occident. Durant son 3e mandat, Poutine semblait devenu un dirigeant réprimant toute dissidence. 10 ans après cet article du Guardian, Poutine a empiré. Désormais, il n'écoute plus personne qui essaie de le conseiller, à moins qu'il ne soit déjà d'accord avec ses opinions. Le Kremlin est rempli de flatteurs, car ceux qui disent quoi que ce soit de contraire à Poutine finissent inévitablement arrêtés, expulsés ou disparaissent. Poutine se perd dans sa paranoïa. Les manifestations du 14 octobre lui donneront encore plus de raisons de s'inquiéter pour plusieurs raisons. La première raison est simplement que ces manifestations ont eu lieu. Cela montre à quel point le Kremlin n'a pas réussi à empêcher l'information d'atteindre ceux qui, en Russie, souhaitent la trouver. La Russie tente d'éliminer les VPN, mais ils restent utilisés. Elle essaye de faire taire des artistes comme Noise, maître de cérémonie, mais les gens continuent de les écouter.
Si la tentative de suppression de la dissidence est le principal symptôme de la paranoïa de Poutine, son incapacité à atteindre son objectif ne fera qu'aggraver cette paranoïa. Le sentiment anti-guerre grandit en Russie après l'annonce par le service fédéral de sécurité de sa répression contre le comité russe anti-guerre. Khodorkovsky a expliqué sur X pourquoi Poutine a ordonné les enquêtes. Khodorkovsky a écrit que notre vraie menace pour Poutine est d'incarner une légitimité alternative. Si nos travailleurs le déstabilisent autant, c'est que notre approche est la bonne. Dire qu'il est déstabilisé est un euphémisme. Poutine est si obsédé par l'élimination de toute dissidence que sa façade se fissure. De plus en plus de Russes perçoivent la faiblesse du prétendu homme fort de la politique russe. Khodorkovsky a souligné que Poutine en est conscient et attaque le comité russe anti-guerre pour avoir agi comme il aurait dû le faire dès le début. Le comité de Khodorkovsky noue des liens avec des institutions internationales et agit pour les citoyens russes. Quelque chose que le régime lui-même a complètement cessé de faire semblant de faire. Poutine verra aussi que le sentiment envers sa guerre change lentement en Russie. En apparence, la plupart des Russes soutiennent la guerre en Ukraine. Le journal de la démocratie a rapporté cela en février 2025, début des discussions sur un cessez-le-feu. Il reste à débattre si ce soutien est véritable ou s'il naît de la peur des tactiques que Poutine utilise contre les opposants. Cependant, le média mentionne une enquête de novembre 2024 montrant que 57% des Russes soutenaient un cessez-le-feu, contre 35% favorables à la poursuite de la guerre. Cela fait presque un an depuis cette enquête et l'occasion de déclarer un cessez-le-feu est passée. La majorité des Russes, souhaitant l'arrêt, même temporaire, de la guerre a sans doute augmenté en nombre et en frustration. Poutine avait l'occasion de stopper cette guerre. Des gens manifestent dans les rues pendant qu'ils tentent désespérément d'empêcher qu'on parle de ses nombreux échecs comme dirigeant russe. En revenant à la manifestation de Saint-Pétersbourg, on ne peut pas non plus ignorer la démographie en jeu ici. La plupart des manifestants sont assez jeunes, beaucoup étant probablement dans leur adolescence ou dans la vingtaine. C'est la nouvelle génération russe, consciente que Poutine ne s'intéresse pas à eux. De nombreux rapports indiquent que Poutine exploite volontiers la jeunesse pour ses objectifs en Ukraine. Lorsque la Russie a enrôlé 160 000 nouveaux soldats en avril, ce qui représentait la plus grande conscription unique en Russie depuis 2011, tous les hommes appelés avaient entre 18 et 30 ans. Beaucoup de ces jeunes hommes n'ont pas encore pu commencer leur vie d'adulte. Vladimir Poutine les force désormais à s'entraîner pour rejoindre une guerre ayant déjà coûté la vie à plus de 112 millions de compatriotes, un nombre en hausse. En juillet, la British Broadcasting Corporation a révélé que Vladimir Poutine avait violé sa promesse. Des conscrits de 18 ans combattaient en Ukraine. Il mentait. Selon la British Broadcasting Corporation, au moins 245 soldats de 18 ans sont morts en Ukraine ces 2 dernières années. Vladimir Poutine tente désormais d'endoctriner des enfants ukrainiens, enlevés pour les faire combattre dans son armée. C'est ce qu'affirme The Guardian, qui indique que la Russie dispose d'un réseau de 200 camps construits pour laver le cerveau des enfants ukrainiens enlevés. Ces camps emploient des tactiques d'entraînement militaire. Et il est possible que certains de ceux qui ont été arrachés à l'Ukraine aient déjà été envoyés sur les lignes de front. Pour de nombreux jeunes en Russie, Poutine semble avoir un agenda contre eux, et cela pourrait avoir une raison. En mai 2024, le Conseil de Chicago pour les affaires mondiales a publié les résultats d'une enquête menée avec le centre analytique Levada. Cette enquête a demandé aux jeunes Russes leur principale source d'information, et la réponse était celle que Poutine redoutait. Selon le Conseil, la plupart des personnes interrogées ne font pas confiance aux chaînes de télévision, radio et médias d'État russes pour fournir de vraies informations. Alors ils se tournent vers les plateformes en ligne et les réseaux sociaux pour s'informer. Le Conseil a constaté que 61% des Russes âgés de 18 à 34 ans se tournent le plus souvent vers les réseaux sociaux pour s'informer sur ce qui se passe. Par ailleurs, 37% utilisent Telegram et 36% recherchent des infos sur des sites web. La télévision arrive en 4e position, avec 34% des jeunes adultes déclarant utiliser cette plateforme en particulier. Concernant la radio et les journaux, presque aucun 18-34 ans n'y prête attention, d'après l'enquête. Poutine est probablement très conscient du fait que les jeunes de son pays ne se tournent pas vers leur tout-puissant dirigeant et ses acolytes pour s'informer. C'est pourquoi il réprime. Ainsi, toutes les actions de Poutine pour provoquer la manifestation de Saint-Pétersbourg ciblaient les plateformes et personnes influençant les jeunes adultes russes. Poutine compte sur la punition et la répression pour répondre à sa peur paranoïaque que les jeunes veuillent le renverser. Si cela ne fonctionne pas, il continuera simplement à envoyer ses jeunes sur le front. Cela alimente le sentiment anti-guerre croissant dans une partie de la population russe que Poutine ne contrôle pas totalement.
Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Royaume-Uni est devenu l'un de ses plus fervents soutiens. Le pays a déjà fourni environ 218 milliards de livres sterling, soit environ 28 milliards de dollars à l'Ukraine. Il soutient désormais l'industrie croissante des drones en Ukraine. Cela montre que le Royaume-Uni fait tout pour que Vladimir Poutine ressente la douleur de la guerre qu'il a lancée. Le Royaume-Uni se prépare à frapper Poutine encore plus fort. C'est devenu le pire cauchemar de Poutine. Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions qui pourraient aller couper la dernière bouée de sauvetage économique de la Russie. Ces sanctions sont variées et couvrent presque l'ensemble du secteur énergétique dont la Russie dépend pour financer ses actions en Ukraine. Comme l'a rapporté le Kiev indépendant, le 15 octobre, le Royaume-Uni vise la Russie avec ce qu'il qualifie de sanctions les plus sévères à ce jour. Le nouveau paquet de sanctions du Royaume-Uni vise plus de 90 entités et navires, dont 5 individus et 35 grandes entreprises russes. 2 de ces entreprises se distinguent, Rosneft et Lukoil. Toutes deux sont des moteurs des revenus fossiles qui soutiennent la Russie, malgré les milliards perdus avec l'invasion de Poutine. Aucune des deux ne sera donc ravie d'apprendre les sanctions du Royaume-Uni contre elle. Rosneft est une cible particulièrement importante pour tout pays occidental qui souhaite nuire à la Russie par des mesures économiques. Le Kiev indépendant indique que l'entreprise assure près de 50% de la production pétrolière annuelle russe. Cela signifie qu'il est un producteur majeur, représentant 6% du pétrole mondial. C'est aussi une entreprise qui a beaucoup profité de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, du moins jusqu'à récemment. 2023 et 2024 ont été d'excellentes années pour Rosneft. En février 2024, Reuters a indiqué que l'entreprise avait annoncé une hausse de 472% de son bénéfice, atteignant 1407 milliards de dollars sur l'année. Cela aurait été une bonne nouvelle pour Poutine. Un bénéfice élevé indique des revenus importants, que la Russie peut taxer pour alimenter le trésor de guerre de Poutine. En 2024, Rosneft aurait aussi fortement contribué aux 131 milliards de dollars de taxes générées par le Kremlin grâce au secteur pétrolier et gazier. Cela dit, l'année 2025 n'a pas été aussi rose pour l'entreprise. En août, Reuters a indiqué que Rosneft a vu son bénéfice net chuter de 68% au premier semestre 2025 par rapport à l'an dernier. Cela a entraîné une perte de 3 milliards de dollars, l'entreprise attribuant cela aux restrictions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et à la chute des prix du pétrole. Il existe un surplus de 26 millions de barils de pétrole par jour sur le marché, bien que celui-ci tombera à 22 millions en 2026, a ajouté Reuters. Il semble que l'entreprise ait su tirer profit de la situation, tant que cela était possible, et qu'elle espérait pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin de 2025, jusqu'à ce que les stocks excédentaires diminuent, et que les prix du pétrole augmentent. Les sanctions britanniques rendent cela désormais beaucoup plus difficile. Rosneft ne pourra plus vendre au Royaume-Uni, et comme nous le verrons plus tard, ne pourra pas non plus générer de revenus provenant du Royaume-Uni. Acheter des produits pétroliers fabriqués à partir du pétrole de Rosneft, même si ces produits proviennent de pays autres que la Russie. Quant à Lukoil, il a connu des moments bien plus difficiles que Rosneft ces derniers mois. Les mêmes problèmes que Rosneft a rencontrés touchent également cet autre géant russe de l'énergie, et le bénéfice en a été la principale victime. En mars, le Moscow Times a rapporté que les bénéfices de Lukoil avaient chuté de 265% en 2024, alors que l'entreprise faisait face à des pertes liées à l'acide. Et la Russie demande encore plus de taxes sur ses ventes de pétrole. L'entreprise est restée rentable sur l'année. Elle a généré 101 milliards de dollars de bénéfices nets pour un chiffre d'affaires de 1021 milliards de dollars. Mais ces 101 milliards de dollars marquent une nette chute face aux 137 milliards de bénéfices de Lukoil en 2023. Les signes d'une entreprise en déclin commençaient à apparaître. Et comme pour Rosneft, 2025 a frappé Lukoil encore plus durement. Le 29 septembre, Upstream Online a indiqué que la production de pétrole et de gaz de Lukoil a atteint son plus bas niveau en 4 ans, au premier semestre 2025. Lukoil subissait ces baisses depuis un moment. La production avait diminué en 2023 et en 2024, bien que l'entreprise fasse maintenant face à une production plus faible que tout ce qu'elle a connu depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour une entreprise qui profiterait grandement du pétrole et du gaz massif que la Russie doit vendre pour financer la guerre de Poutine.
Ces baisses sont difficiles. Lukoil vacille depuis un moment. Le Royaume-Uni vient d'arriver pour donner un coup de pied rapide dans les dents avec ses nouvelles sanctions. Bien que Rosneft et Lukoil soient en tête des journaux sur le nouveau paquet de sanctions du Royaume-Uni, elles ne sont pas les seules entités concernées. Il a été indiqué plus tôt que Rosneft ne pourra pas tirer de revenus en vendant du brut à des pays qui le raffinent en produits comme l'essence, revendus ensuite au Royaume-Uni. C'est pareil pour Lukoil. La raison pour laquelle aucun des deux pays ne pourra en tirer profit est simple. Le Royaume-Uni a également interdit l'importation de produits pétroliers raffinés dans des pays tiers, utilisant du pétrole brut russe. C'est ce qu'indique le communiqué de presse officiel du Royaume-Uni concernant les nouveaux paquets de sanctions. Cela signifie que le Royaume-Uni impose des sanctions secondaires aux pays vendant des produits pétroliers d'origine russe traçables. Pour évaluer l'impact de cette sanction, il faut examiner l'une des méthodes ingénieuses employées par la Russie pour contourner l'interdiction d'achat direct de produits pétroliers russes par certains pays. Prenons l'Inde comme exemple. La guerre en Ukraine a permis à l'Inde de profiter de prix beaucoup plus bas sur le pétrole russe, les sanctions obligeant la Russie à le vendre moins cher. L'Inde achète tout ce qu'elle peut. Un exemple a été cité dans un article d'Al Jazeera d'août. L'article présente la compagnie pétrolière indienne RIL, en se concentrant sur sa raffinerie de Jumnugad. En 2021, le brut russe représentait 3% des importations totales de cette raffinerie. Après la guerre en Ukraine, ce pourcentage a grimpé en flèche au point que 50% du pétrole brut de la raffinerie provient désormais de Russie. En 7 mois, en 2025, cette raffinerie a acheté 183 millions de tonnes de pétrole brut russe, soit 64% de plus qu'à la même période, en 2024. Cet exemple concerne une seule raffinerie. Cependant, c'est une tendance qui se produit partout en Inde, ainsi que dans tout autre pays encore prêt à acheter le pétrole brut russe. Et c'est là que les nouvelles sanctions du Royaume-Uni entrent en jeu. La Russie parvient toujours à tirer profit, même indirectement, des pays qui ont imposé des sanctions contre son pétrole, car elle vend à des raffineries dans d'autres pays. La Russie vend à l'Inde, puis l'Inde raffine le pétrole russe, et le revend comme un produit indien à d'autres nations. La Russie continue de tirer des revenus de son pétrole, parce qu'elle utilise des pays qui n'ont pas de sanctions contre son pétrole pour accéder à des pays qui en ont. La Russie savait parfaitement ce qu'elle faisait. Dans un article d'octobre, Reuters a révélé qu'à un moment donné, l'Inde bénéficiait de réductions allant jusqu'à 25 $ par baril de pétrole acheté à la Russie. Cette réduction était nettement plus faible aujourd'hui, puisqu'elle tourne autour de 2 $. Mais même ainsi, cela signifie que l'Inde paie moins cher le pétrole russe que ce qu'elle paierait pour un produit équivalent provenant d'autres pays. L'Inde peut gagner plus d'argent et la Russie peut continuer à vendre. C'est un problème. Le Royaume-Uni veut résoudre ce problème sur son sol grâce à ses sanctions contre les pays tiers. Tout pays qui utilise du pétrole brut russe pour fabriquer des produits pétroliers raffinés qu'il vend au Royaume-Uni doit désormais faire un choix. Il doit soit renoncer au Royaume-Uni comme client, risquant de perdre des millions, soit abandonner la Russie comme fournisseur et payer le pétrole plus cher ailleurs. Dans tous les cas, ce pays est pénalisé pour avoir acheté du pétrole russe. Et idéalement, le Royaume-Uni retirera des clients à la Russie dans ce processus. La situation se dégrade pour la Russie. Si les récentes sanctions britanniques viseront surtout le pétrole russe, le gaz naturel liquéfié n'a pas été négligé par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a interdit depuis longtemps les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie, ayant mis en place cette interdiction particulière en décembre 2022, avec une interdiction effective des importations de gaz naturel liquéfié russe à partir du 1er janvier 2023. Ce secteur permet toujours à la Russie de générer des milliards de dollars chaque année. Ceci s'explique surtout par sa flotte fantôme de navires transportant illégalement des produits énergétiques russes dans le monde. Nous reviendrons sur cette flotte fantôme plus tard dans la vidéo, car le Royaume-Uni a également frappé cette flotte de plein fouet avec des sanctions. Pour le gaz naturel liquéfié, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur estime que la Russie a gagné 43 à 44 millions de dollars par jour en septembre. Cela équivaut à 1,26 à 1,3 milliard de dollars par mois, révélant un autre secteur énergétique finançant la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Ne pouvant plus agir directement sur le gaz naturel liquéfié russe à cause de l'interdiction existante, le Royaume-Uni a ainsi adopté une approche similaire à celle utilisée pour le raffinage du pétrole par des tiers.
Il vise d'autres nations qui bénéficient du gaz naturel liquéfié russe. Le communiqué de presse britannique sur les sanctions détaille cela davantage. Le Royaume-Uni sanctionne également aujourd'hui 7 méthaniers spécialisés et le terminal gaz naturel liquéfié chinois Beihai. Le Royaume-Uni affirme que Beihai importe du gaz naturel liquéfié provenant d'Arctic Gaz Naturel Liquéfié. Le projet phare russe de gaz naturel liquéfié gravement perturbé et sanctionné par le Royaume-Uni en février 2024. G-Captain apporte plus de détails sur le terminal sanctionné. Beihai a reçu sa première cargaison d'Arctic Gaz Naturel Liquéfié, le 28 août, et est depuis une destination clé pour le gaz naturel liquéfié russe. Selon la même source, Arctic Gaz Naturel Liquéfié avait déjà des difficultés car les sanctions américaines de 2023 rendaient très difficile à la Russie de trouver des acheteurs. La Chine se montrait d'abord méfiante, craignant que l'acceptation des cargaisons d'Arctic Gaz Naturel Liquéfié n'expose ses entreprises énergétiques à des sanctions américaines. Cette position a changé en août, après la rencontre de Vladimir Poutine avec le président américain Donald Trump en Alaska. Le Royaume-Uni a réagi en mettant en place le type de sanctions que la Chine redoutait. Certes, le fait que le Royaume-Uni utilise ces sanctions secondaires n'aura pas autant d'impact que si les États-Unis faisaient de même. Mais cela met tout de même un peu plus de pression sur un projet de gaz naturel liquéfié russe, pour lequel Poutine a vraiment besoin que Arctic Gaz Naturel Liquéfié se déroule du mieux possible. Le reste des sanctions annoncées par le Royaume-Uni s'est concentré sur la flotte fantôme et une raffinerie en Inde. Le Royaume-Uni a sanctionné Nayara Energy pour avoir importé 100 millions de barils de pétrole russe en 2024. Le Royaume-Uni déclare que le pétrole valait 5 milliards de dollars et que Nayara Energy a profité de la vente de produits raffinés issus du pétrole russe. C'est précisément pour cette raison que l'Inde sert ici d'exemple de la manière dont la Russie utilise des raffineurs tiers pour continuer à générer des revenus. Enfin, le Royaume-Uni a sanctionné 44 pétroliers identifiés comme appartenant à la flotte fantôme russe. C'est un ensemble de sanctions intéressants. À première vue, les sanctions contre la flotte fantôme semblent peu efficaces. Poutine a déjà dépensé près de 14 milliards de dollars pour la flotte fantôme depuis le début de la guerre en Ukraine. La Russie utilise ses navires pour contourner les sanctions sur ses ventes de pétrole. Cette flotte est composée de vieux pétroliers, et elle utilise toute une série de ruses pour échapper aux autorités. Cela comprend naviguer sous d'autres pavillons que celui de la Russie. Elle possède des structures de propriété complexes qui rendent difficile l'identification des véritables propriétaires de chaque navire, et elle désactive les transpondeurs du système d'identification automatique afin qu'ils ne puissent pas être facilement suivis pendant leur navigation. Ainsi, beaucoup d'argent et d'efforts ont été investis dans cette flotte pour permettre à la Russie de contourner les sanctions. Il est difficile de voir comment les sanctions du Royaume-Uni contre 44 navires de la flotte fantôme pourraient vraiment changer la situation. Mais c'est le cas, et pour plusieurs raisons. Premièrement, une sanction contre un navire de la flotte fantôme sert essentiellement de cible. C'est un pays qui dit à la Russie qu'il sait à qui appartient ce navire et ce qu'il fait. Autrement dit, le navire ne peut plus se dissimuler, et risque des problèmes si les pays qui l'ont sanctionné le voient naviguer. La Russie devra désormais éviter les routes maritimes, rapprochant ces navires sanctionnés du Royaume-Uni afin d'éviter leur identification. Il y a d'autres problèmes que ces sanctions provoquent. Par exemple, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont mis en place des plafonds d'options de prix sur le pétrole russe. Pour les deux, ce plafond s'est fixé à 4 760 $ le baril. Tout navire russe transportant du pétrole vendu au-dessus du plafond peut être sanctionné. C'est là que les sanctions contre la flotte fantôme entrent en jeu. La Russie tente de vendre au-dessus du plafond, mais toujours sous le prix du marché, en utilisant sa flotte fantôme. Le Royaume-Uni interdit à ses entreprises d'assurer, de financer ou de fournir des pavillons à ses navires via ces sanctions. Sans assurance, un navire de la flotte fantôme a encore plus de mal à échapper à ses activités. Et c'est justement le but. Les sanctions ne neutralisent pas totalement la flotte fantôme. Cependant, elles compliquent l'exploitation de ces navires par la Russie, qui risque de perdre à la fois le navire et sa cargaison. Parfois, les sanctions contre la flotte fantôme forcent la Russie à immobiliser des navires achetés, leur exploitation étant trop complexe. À ce stade, la Russie a gaspillé de l'argent en achetant le navire, et cela fait une voie de moins pour transporter les produits énergétiques qu'elle vend à d'autres pays. Le Royaume-Uni a lancé de lourdes sanctions contre la Russie, ce qui causera de nombreux dégâts. La chancelière britannique, Rachel Reeves, a déclaré « Alors que l'agression de Poutine s'intensifie,
Nous renforçons notre réponse. Le Royaume-Uni continuera de couper le financement de la machine de guerre de Poutine. Nous tiendrons responsables tous ceux facilitant son invasion illégale de l'Ukraine. Ce dernier point explique pourquoi le Royaume-Uni semble désormais s'en prendre à l'Inde et à la Chine, ainsi qu'à la Russie. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, collègue de Reeves, a aussi réagi aux sanctions. À ce moment clé pour l'Ukraine, l'Europe redouble d'efforts. Le Royaume-Uni et ses alliés intensifient la pression sur Poutine en ciblant son pétrole, son gaz et sa flotte fantôme. Nous poursuivrons nos efforts, jusqu'à ce qu'il cesse sa guerre vouée à l'échec et prenne la paix au sérieux, a déclaré Cooper. Elle a ajouté que Poutine continue de forcer l'armée russe à subir des pertes inimaginables, tout en attaquant l'Ukraine. L'économie de guerre de la Russie est en train de craquer, ajoute Cooper. Le Royaume-Uni a l'intention de faire sa part pour transformer ce craquement en un effondrement total. Le Royaume-Uni a également décidé d'ajouter l'insulte à l'injure avec sa dernière série de sanctions. Leur timing est très délibéré, puisque la présentation de ce paquet coïncide justement avec la semaine de l'énergie russe. L'agence TASS indique que Poutine participera et s'exprimera à la session plénière de l'événement. Le thème de l'édition 2024 de l'événement, organisé depuis 2016, est « Construire ensemble l'énergie du futur », selon TASS. La Russie va avoir encore plus de mal à le faire maintenant que le Royaume-Uni a imposé autant de nouvelles sanctions contre elle. Vladimir Poutine, déjà ébranlé par ce coup du Royaume-Uni, sait qu'un autre se prépare. Il est important de se rappeler que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc chaque paquet de sanctions qu'il impose vient directement du Royaume-Uni, et non d'un bloc européen plus large. Malgré la douleur des sanctions pour la Russie, Vladimir Poutine sait qu'un choc encore plus grave suivra ce revers. L'Union européenne prépare actuellement son 19e paquet de sanctions probablement similaire à celui que le Royaume-Uni vient d'adopter. Politico rapporte que le prochain paquet de l'Union européenne ira probablement encore plus loin que celui du Royaume-Uni, puisqu'il visera des entités dans des pays comme le Tadjikistan, le Kirghizistan et les Émirats arabes unis. Un projet de l'Union européenne dévoile aussi les noms de 120 pétroliers de la flotte fantôme visée par des sanctions. 9 banques, 2 sociétés de négoce de pétrole et une plateforme internationale de crypto-monnaies permettraient à la Russie de recevoir des revenus énergétiques via les cryptos. Politico souligne aussi que la version préliminaire du document sur les sanctions de l'Union européenne consultée mentionnait un espace pour inscrire les ports de pays tiers recevant des produits russes. Cet espace était vide le 24 septembre. Les forces russes ont dû recourir à des mesures désespérées et inhabituelles ces derniers temps. Les soldats de Vladimir Poutine ont été vus, par exemple, se rendant au combat à cheval, ou bien en train de déterrer des blindés rouillés et pourris, datant de l'époque soviétique, stockés depuis des décennies, pour les déployer lors des combats en première ligne. Cette dernière tactique des commandants du Kremlin est sans doute l'une des plus étranges, car la Russie retire désormais des missiles de ses propres véhicules. La raison pour laquelle ils agissent ainsi est presque incroyable. Cette histoire étrange provient de la communauté des analystes du renseignement, en source ouverte, qui surveillent régulièrement les médias en accès libre, comme les images satellites des bases militaires russes, pour tenir le monde informé des mouvements du Kremlin. Un spécialiste du renseignement en source ouverte, surnommé Jumpy sur X, a partagé des découvertes fascinantes. Après avoir surveillé de près l'usine Bourumteplavos, située dans la région de Vladimir en Russie, à environ 260 km à l'est de Moscou, il s'avère que cette usine a historiquement été impliquée dans les secteurs du transport et de la sécurité, et elle a également servi de site de stockage pour de nombreux équipements. Des châssis de MTLB de l'époque soviétique. Le MTLB est un véhicule blindé de combat à chenilles, polyvalent et entièrement amphibie, qui est entré en service pour la première fois dans les années 1970. À cette époque, c'était un véhicule relativement révolutionnaire, qui ressemblait et donnait l'impression, à bien des égards, d'un char de combat principal, mais sans le même niveau de blindage, ni de puissance de feu. Il était également peu coûteux à fabriquer, car une grande partie de sa conception était basée sur des composants déjà existants, comme le moteur diesel V8 Yaroslavl Motorplant 238 qui était déjà utilisé dans les camions soviétiques de l'époque. Ce moteur donnait au MTLB une autonomie de 500 km et une vitesse maximale de 60 km par heure sur route et de 30 km par heure en tout terrain. De plus, comme il s'agit d'un véhicule amphibie, il avait également la capacité de traverser l'eau, franchissant des rivières et même des lacs à des vitesses allant jusqu'à 60 km par heure. Long de plus de 6 mètres et large de plus de 2,7 m, le MTLB offrait aussi un vaste espace intérieur.
L'équipage, constitué d'un conducteur et d'un commandant ou tireur, était assis à l'avant, séparé du moteur. Un compartiment arrière séparé et nettement plus grand existe également, offrant de la place pour jusqu'à 11 fantassins ou environ 2000 kg de cargaison. Le MTLB a assez de puissance pour tracter jusqu'à 6500 kg. En ce qui concerne l'armement, ce véhicule blindé de combat peut être équipé d'une gamme de canons principaux, notamment une mitrailleuse lourde, Nikitin Sokolov Volkov Cord de 12,7 mm, un lance-grenade automatique, Automaticheski, Granatome Stankovi, 17D, ou Automaticheski, Granatome Stankovi, 30 de 30 mm, ou un canon automatique, 2A42 ou 2A72 de 30 mm. Aussi, une tourelle à 360 degrés avec mitrailleuse PKT et 2500 cartouches. De nombreuses variantes du MTLB ont été produites et exportées vers diverses forces armées mondiales. L'Allemagne de l'Est, par exemple, a autrefois utilisé des MTLB et certains ont également été envoyés en Bulgarie, en Irak, en Pologne, au Vietnam, en Ukraine, en Finlande, au Myanmar et dans de nombreux autres pays à travers le monde. En Russie, le MTLB a surtout servi de plateforme de lancement pour le système de missiles Sturm. Également développé à l'époque de l'Union soviétique, le 9K Cent-14 Sturm est un système de missiles anti-chars guidé par radio, également connu sous le nom de code OTAN 86 Spiral. Il utilise le missile 9 M114, cocon testé en 1974 et mis en service en 1976. Fonctionnalité et rôle similaires aux missiles anti-chars occidentaux, tels que le Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided américain et le haut subsonique optiquement téléguidé français. Le Cocoon se démarquait par sa rapidité et sa polyvalence lors de son lancement, avec une portée maximale de plus de 3 miles et une vitesse de pointe de 1240 km/h, soit pratiquement la vitesse du son. Il peut être déployé depuis différentes plateformes, dont l'hélicoptère Mi, 24-5, le canon d'assaut et le MTLB déjà cité. Le système Sturm, monté sur le châssis du MTLB, occupe l'emplacement habituel du compartiment d'équipage. Équipé d'un lanceur escamotable à un seul coup et d'un chargeur automatique, le Sturm s'est avéré par le passé être une arme anti-char efficace et puissante. L'Ukraine dispose d'une vaste collection de chars occidentaux, soviétiques et autres blindés. Il aurait pu sembler logique pour les Russes de réparer et de moderniser certaines de leurs anciennes unités MTLB et de les déployer avec de nouveaux missiles sur le dos, prêts à affronter les blindés ukrainiens sur les lignes de front. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Selon Jompy et d'autres analystes, les preuves observées à l'usine de la région de Vladimir suggèrent en réalité cela. La Russie retire plutôt toute trace de système de missiles de ces vieux blindés, et les rénove pour un usage très différent et bien plus basique. Dans un tweet du 12 octobre, Jompy a écrit « Quelque chose d'intéressant concernant les MTLB stockés. L'usine Muromteplavos Zavod, responsable de la rénovation de ces blindés, a enfin vu du mouvement dans ses entrepôts après des années. » Dans des tweets de suivi, Jompy a expliqué « On dirait que l'épuisement des coques de MTLB utilisables les oblige à rénover des transporteurs 9P149 Sturm S80 General Motors qui représentent concomitamment une grande part des coques de MTLB restantes en stockage. Cela pourrait être pour les rénover, les transformer en MTLB standard, ou même, aussi improbable que cela puisse paraître, les moderniser en MGTLB. Comme la Russie l'a révélé plus tôt cette année. Ils prévoient d'en produire pour remplacer leur ancienne flotte de MTLB. Comme le note Jompy, beaucoup des anciens MTLB entreposés à l'usine sont des variantes 9P149 Sturm S. La Russie semble vouloir retirer les capacités offensives de ces véhicules pour les transformer de redoutables lanceurs de missiles anti-chars en simple transport de troupes de fortune. Ils enlèveront sûrement les lanceurs de missiles et les toits des compartiments d'équipage, libérant de l'espace intérieur pour que les soldats puissent s'asseoir pendant le trajet. Si c'est le cas, alors il y a beaucoup de leçons à en tirer. Le fait que la Russie envisage d'utiliser des véhicules anciens, comme le MTLB, montre à quel point elle est actuellement désespérée. Elle a subi de lourdes pertes matérielles. Oryx ayant recensé plus de 4190 chars et 8450 véhicules blindés ou de combats d'infanterie détruits à ce jour. En plus de 693 transports de troupes blindées et de milliers d'autres véhicules de différents types. De toute évidence,
Ces pertes ont eu un impact majeur, car ce n'est certainement pas la première fois que des preuves émergent montrant que les troupes russes reçoivent l'ordre de fouiller dans d'anciens entrepôts ou de sortir du matériel soviétique rouillé de la retraite. Cette année seulement, la Russie a déjà réutilisé plusieurs anciens chars, comme le T-72A, qui remonte à l'époque de la guerre froide, et le T-62 encore plus ancien, qui est entré en service il y a plus de 60 ans. Ceci n'est que le dernier exemple en date du Kremlin, qui se tourne vers du matériel vétuste dans une tentative désespérée et humiliante de maintenir la pression sur ses adversaires le long des lignes de front. Cela indique que la Russie doit commencer à manquer de véhicules blindés et de transport de troupes plus modernes, comme les BMP et les BTR, et préfère rénover des alternatives plus anciennes, plus faibles et plus lentes, plutôt que de consacrer du temps, de l'argent et des ressources à en fabriquer de nouvelles. La deuxième grande leçon de cette histoire porte sur ce qu'elle révèle des priorités des commandants du Kremlin. L'armée russe a toujours mis la puissance et la force de frappe en priorité. Elle a fabriqué et déployé parmi les chars et missiles les plus puissants au monde durant la guerre avec l'Ukraine. La Russie s'est surtout appuyée jusqu'ici sur la force brute, privilégiant chars et blindés. Au début de la guerre, elle a cherché à submerger l'opposition, puis a surtout utilisé drones et missiles pour causer des dégâts. Durant la majeure partie de la guerre, la Russie ne redoutait pas vraiment les contre-attaques ukrainiennes. Elle était entièrement concentrée sur ses propres manœuvres offensives, convaincue de disposer de la force la plus puissante et la plus dévastatrice, et qu'il n'y avait rien que l'Ukraine puisse faire pour arrêter son avance implacable. Cependant, les temps ont changé. Désormais, au lieu d'améliorer leurs capacités offensives avec des systèmes de missiles anti-chars, les commandants russes préféraient fabriquer des véhicules de transport de troupes. Ils peinent à garder leurs soldats en vie, à les amener en première ligne et à lancer des offensives majeures à cause des opérateurs de drones ukrainiens, de plus en plus efficaces et meurtriers. Dans les zones très disputées du front, comme le secteur de Pokros dans le Donetsk par exemple, la Russie a rassemblé une force massive, certaines estimations suggérant jusqu'à 110 000 soldats au total. Elle tente désespérément de capturer cette ville industrielle stratégique, mais échoue jusqu'à présent. Malgré l'envoi de chars, de nombreux soldats et d'unités déguisées, elle a peu progressé dans la région, les défenseurs ukrainiens tenant toujours la ligne. Là-bas, les drones ukrainiens scrutent le ciel, balayent le sol pour détecter toute présence avant de frapper, anéantissant une unité après l'autre. Ainsi, la Russie a été contrainte de trouver de nouveaux moyens innovants pour protéger ses troupes et les aider à parcourir de longues distances en relative sécurité. C'est la seule façon pour eux d'avoir une chance réelle d'amener un nombre significatif de soldats à proximité immédiate de villes comme Pokros. C'est sans doute leur seule chance de capturer cette ville et d'autres semblables. Ils ont donc besoin de véhicules de transport de troupes et, beaucoup ayant été détruits, ils utilisent désormais des modèles plus anciens comme ces MTLB. C'est un changement radical dans les doctrines militaires du Kremlin, passant de la puissance de feu à la survie. Seul le temps dira si cette stratégie sera réellement efficace. Comme ils sont plus légers que certains véhicules modernes, les MTLB convertis pourraient être plus faciles à dissimuler ou à disperser sur le front. Cela permettrait peut-être à la Russie de déplacer des troupes vers des zones importantes plus efficacement qu'auparavant. En même temps, le MTLB n'a pas vraiment prouvé son invulnérabilité dans l'arsenal russe pendant la guerre. Selon Jompi, la Russie a commencé la guerre avec environ 3300 MTLB en service, et en a perdu depuis pas moins de 1800. Cela montre à quel point l'Ukraine a facilement détruit ses véhicules, que ce soit par drones, missiles, mines ou frappes d'artillerie. Il est là donc peu probable que les défenseurs de Kiev redoutent l'arrivée de quelques MTLB en plus sur le front. Un autre facteur clé lié à la cannibalisation de ces vieux véhicules par le Kremlin est l'aspect économique. En ce moment, il n'est pas exagéré de dire que l'économie russe est dans un état de chaos absolu. Le pays a lentement mais sûrement ressenti la pression des sanctions occidentales, à mesure que la guerre progressait. De nombreux pays imposant de lourdes sanctions financières aux banques, entreprises et oligarques russes. De nombreux pays ont également réduit au minimum leurs investissements en Russie, beaucoup d'entre eux ayant considérablement diminué la quantité de pétrole, de gaz et d'autres combustibles fossiles russes qu'ils achètent. Le Kremlin a cherché à compenser ses pertes en vendant plus de pétrole à l'Inde, la Chine et la Turquie. Avant l'invasion de 2022, il a aussi accumulé un important trésor de guerre et pris des mesures pour protéger son économie des sanctions. Cependant,
plus la guerre s'est prolongée, plus la situation s'est détériorée. Même le grand trésor de guerre de Poutine s'épuise désormais. Alors que son pays subit une forte inflation, des pénuries de main-d'œuvre inédites, la hausse des taux d'intérêt et une population de plus en plus mécontente face au coût de la vie. Dans ce contexte, la Russie peine de plus en plus à maintenir ses fortes dépenses de défense et d'investissement. Le Kremlin pourrait ne pas pouvoir produire de nouveaux véhicules d'infanterie et blindés modernes, préférant moderniser à moindre coût d'anciens équipements comme les MTLB. Il est probable que les usines militaires du pays soient déjà sous forte pression et privilégient la fabrication de composants de drones, missiles, obus et munitions pour remplacer ce qui a été utilisé, perdu ou détruit lors des récentes frappes de drones ukrainiens. La Russie aurait réutilisé environ 2500 anciens MTLB depuis le début de la guerre, selon des analyses dans sources ouvertes. Il en resterait environ 480 en stockage. Le pays ne manque certainement pas de ces véhicules, et il est peu probable qu'il en manque de sitôt. Ainsi, à bien des égards, il s'agit d'un choix logique pour combler les lacunes de l'arsenal russe et offrir au moins un certain niveau de sécurité aux troupes, alors qu'ils se déplacent du point A au point B. Les ingénieurs du Kremlin travaillent également d'arrache-pied au développement du successeur du MTLB, le MGTLB, un tracteur transporteur léger et polyvalent, conçu pour répondre aux besoins et aux conditions des opérations militaires modernes. Le MGTLB, capable de transporter personnel, munitions et équipements, et assez flexible pour utiliser diverses armes et matériels spécialisés, devrait offrir de nombreux avantages sur son prédécesseur. Et il semble que la Russie ait l'intention d'utiliser l'usine Muromteplavos mentionnée précédemment pour produire ces nouveaux véhicules. Dans un autre tweet, Jumpy a précisé: comme beaucoup dans l'industrie militaire russe, Muromteplavos Zavod est en reconstruction, rénovation et expansion pour augmenter ses capacités, sans doute pour la future production du MGTLB. Avant, cette usine semblait très délabrée. Le Kremlin semble donc avoir des plans à long terme pour renforcer ses capacités de transport de troupes. Mais pour l'instant, jusqu'à ce que son économie se renforce et qu'il puisse commencer la production de masse de véhicules d'infanterie plus modernes, il devra se contenter de ces MTLB rénovés, de simples solutions provisoires et économiques. Même les soldats embarquants ont à peine plus de chances de survivre dans des zones infestées de drones. Comparés à ceux qui ont été forcés de voyager à pied ou à bord de simples véhicules civils, ils ne sont toujours pas susceptibles de bénéficier d'une grande protection. En somme, bien que le Kremlin tente de présenter cette initiative comme créative ou ingénieuse, elle n'est en réalité qu'une nouvelle preuve de désespoir, symbole de la faiblesse de l'armée russe, autrefois puissante, désormais obligée de puiser dans de vieux entrepôts et de déployer des véhicules obsolètes. Et ce n'est pas le seul exemple de la Russie obligée de se contenter de véhicules qui ont largement dépassé leur date de péremption. Il y a seulement quelques jours, le 12 octobre, des documents officiels russes sont tombés entre les mains du groupe de renseignement en source ouverte Frontelligence Insight, révélant le secret du Kremlin. Prévoit de rénover et moderniser plus de 800 anciens chars T-72. Les documents proviennent initialement du fabricant de défense russe Ural-Vaganzavod et ont été publiés sur le site de Frontelligence Insight. Le tout avec des commentaires, traductions et analyses détaillées des éléments clés. En examinant les dossiers, les analystes du renseignement en source ouverte ont découvert que la Russie prévoit de restaurer et de moderniser environ 828 chars T-72 d'ici 2036. Elle puisera principalement ces chars dans d'anciens stocks datant de la guerre froide, en leur apportant les améliorations et ajustements nécessaires pour les adapter au XXIe siècle, sous forme de nouveaux modèles T-72B3M améliorés. Selon le rapport, la majorité de ces améliorations sont prévues entre 2027 et 2029, ce qui suggère que la Russie envisage que la guerre avec l'Ukraine se poursuive encore pendant au moins quelques années. Durant cette période, environ 498 chars T-72 seront modernisés. Les documents ayant fuité montrent également que la Russie a l'intention d'augmenter la production de ces variantes de chars plus modernes, y compris le T-90IG-M et le T-99M2, prévoit une augmentation des taux de production de 80% par rapport au niveau de 2024. C'est une stratégie ambitieuse qui confirme l'engagement du Kremlin à moderniser son arsenal blindé et à maintenir un stock stable de chars modernes prêts au combat. Cette décision semble encore désespérée.
Cela suggère que la Russie ne s'attend tout simplement pas à disposer des fonds ou des ressources nécessaires pour s'engager pleinement dans la fabrication de nouveaux chars dans les années à venir. Elle doit donc miser sur la remise en service d'anciens modèles et les modifier pour les adapter aux normes actuelles. Et la réalité, c'est que même avec un peu de blindage supplémentaire et quelques améliorations par-ci par-là, des chars comme ceux-ci resteront dépassés et inférieurs à beaucoup de leurs rivaux modernes. La Russie était autrefois l'un des plus grands producteurs de chars au monde et commence maintenant à être laissée pour compte. Elle paie le prix de sa guerre coûteuse et insoutenable avec l'Ukraine de plusieurs façons. Et elle paraît de plus en plus faible sur la scène internationale, ainsi que sur les champs de bataille en Ukraine. Découvrez-en plus sur les récentes pertes russes dans notre vidéo, qui montre comment les forces du Kremlin sont régulièrement anéanties le long des routes de la mort autour de Pokrovsk. Ou, pour avoir une vue d'ensemble de l'ampleur du coup de la campagne du Kremlin, regardez cette vidéo qui détaille le nombre inimaginable de soldats russes qui ont été tués ou blessés jusqu'à présent, et comment le Kremlin tente sans cœur et froidement de dissimuler ses pertes. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur tout ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres conflits importants dans le monde.